Tout est fait pour libérer notre Dieu scellé dans la lune. Nous raserons la terre que notre Dieu aimait tant et enverrons son peuple en enfer. Nul doute que des péchés aussi graves seront punis par la destruction totale, corps et âme. Mais même alors, ma détermination ne faiblira pas. Je verrai notre grand Dieu libéré des chaînes de ces fausses idoles insensées. Il y a plus de monde que je ne le pensais. Le matin du réveillon du Nouvel An, Satou se trouvait sur le site préparé pour la cérémonie de purification du mal dans la capitale royale, sous prétexte d'être le chevalier gardien du baron Munno. Malgré cela, il ne portait ni armure ni même épée. Vêtu de ses habits nobles, il ressemblait davantage à un haut fonctionnaire qu'à un garde du corps. Bien sûr, comment faites-vous pour être toujours aussi insouciant? Le vicomte Nina soupira en regardant le baron Munno et Satou, qui semblaient parfaitement détendus malgré le fait qu'ils aient été séparés de leur guide. Ne vous inquiétez pas, nous savons où se trouvent les sièges des seigneurs. Cependant, de nombreuses zones avaient été interdites à la cérémonie, les obligeant à faire des détours successifs. Seigneur Satou. Satou se retourna à l'appel de son nom et vit la princesse Sistina lui faire un signe de la main en souriant. Athéna, la protectrice des cerisiers, qui accompagnait habituellement la princesse, accompagnait actuellement les 33 bâtons Shiga. Seigneur Satou, vous n'allez pas le croire. Le cerisier sacré a bourgeonné. Félicitations, je suis ravie de l'apprendre. Tout cela grâce à votre aide, Seigneur Satou. L'attitude inhabituellement douce de la princesse surprit les spectateurs, qui commencèrent à chuchoter. Sans hésiter, Satou présenta la princesse au vicomte Nina et expliqua à haute voix qu'il l'aidait dans une enquête afin de dissiper tout malentendu. Seigneur Satou, par ici. L'expression béate de la princesse se crispa soudain. Ce fouineur est là. Ah, monsieur Omimudori de la compagnie Sabé. Satou identifia calmement la personne que la princesse désignait du doigt. Il leur parut étrange qu'une personne aussi suspecte, suite aux incidents du monstre à la corde rouge, soit présente à la cérémonie de purification du mal. Votre Altesse, il semble qu'il soit ici en tant que sous-traitant de la compagnie Gokut, engagé pour l'organisation de la cérémonie. La dame d'honneur de la princesse lui transmit des informations qu'elle disait avoir obtenues d'un des ouvriers. Ne vous inquiétez pas, je surveillerai monsieur Omimudori, et les membres des 8 épéistes de Shiga sont également là pour protéger les personnes importantes. Même si des monstres à la corde rouge se présentaient, ils seraient éliminés en un rien de temps. Satou rassura la princesse, l'air inquiet. Il avait raison. 3 membres des 8 épéistes Shiga, les 33 bâtons Shiga, ainsi que de nombreux chevaliers sacrés et prêtres de haut rang de chaque temple, étaient tous là, prêts au combat. Ils devraient être plus que capables de vaincre presque n'importe quel adversaire sans que Satou n'ait besoin d'intervenir. Je peux toujours donner un coup de main si besoin, pensa Satou. 2 des 8 Shiga absents, Aim l'herbivore et Ryuona l'holacode, patrouillaient dans la partie basse de la capitale royale et le quartier des nobles. Je suppose que tout ira bien tant que vous êtes là, Seigneur Satou. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de votre confiance, Votre Altesse. Satou sourit poliment à la princesse, qui semblait s'être réjouie. Votre Altesse, nous devrions nous rendre aux sièges royaux, suggéra la dame d'honneur à la princesse, remarquant que les gens commençaient à s'y rendre. Baron Munno, pardonnez mon intrusion. À plus tard, Seigneur Satou. Le baron s'inclina devant la princesse en signe d'excuse, et lui et Satou se dirigèrent vers les sièges réservés aux seigneurs du territoire. Pendant ce temps, Satou attendait dans les sièges des seigneurs le début de la cérémonie, ses pupilles. Alors, Pochi est crevé, monsieur. Tama et Pochi étaient affalés dans le salon après leur leçon particulière. Si vous continuez comme ça, vous aurez peut-être encore plus de leçons particulières, vous savez. Arisa eut un sourire malicieux. Niou, Pochi est sage, monsieur. Tama et Pochi se levèrent d'un bond et adoptèrent une posture correcte. Arisa s'écroula aussitôt de rire, réalisant qu'on s'était moqué d'eux. Tama et Pochi la grondèrent. Niou, très méchant, monsieur. Ah, pardon. Arisa se tourna vers le reste du groupe. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Salle de concert. Mia, je m'intéresse à la chorale d'enfants, je vous prie. Sachant que Mia dirigeait la chorale d'enfants à la salle de concert, Nana demanda à venir. Tu veux venir? Merci de m'avoir donné la permission, je réponds. Le visage de Mia se plissa en un sourire, et Nana serra la main de l'elfe dans les siennes, célébrant la victoire, même si son propre visage restait impassible. Alors Mia et Nana vont au concert. Tu fais de la sculpture, Tama? Oui. Tama hocha la tête et sortit le costume d'artiste qu'Arisa lui avait confectionné de son sac de fée. Et tu continues à écrire, Pochi? Pochi est un peu dans le pétrin, monsieur. Oh là là, vraiment? On dit qu'il vaut mieux faire une pause ou trouver l'inspiration quand ça arrive. Arisa ignora la mauvaise interprétation de Pochi du mot « creux » et lui donna un conseil. Implantation, monsieur? C'est ça, mets-toi une histoire dans la tête et, attends, non.
comme lire un livre d'images ou assister à des spectacles dans le parc où on est allé avant. Incapable d'ignorer son erreur une seconde fois, Arisa eut pitié et fit un petit numéro de comédie solo avant de continuer à donner des conseils. J'ai appris tous nos livres d'images par cœur, monsieur. J'irai voir des spectacles dans le parc, monsieur. Pochi leva poliment la main avant d'annoncer son intention. Ça a l'air bien. Et toi, Lulu, on cuisine encore des osushi? Oui, c'est prévu. Mais j'ai besoin d'ingrédients et d'épices pour les recettes d'hier, alors je vais d'abord faire les courses. Ce serait dangereux d'y aller seul. Tu devrais amener une servante. Ah, ça ira. Tu t'inquiètes trop, Arisa. Lulu sourit d'un air radieux. Elle était peut-être impuissante avant, mais maintenant ses capacités d'autodéfense étaient suffisamment développées pour repousser l'attaque surprise d'un démon inférieur. Il n'y avait pas grand monde dans la capitale royale qui pourrait la menacer. Tu es sûr? Eh bien, prends au moins ton bracelet bouclier et un pistolet magique. Je le ferai. Lulu remonta sa manche pour montrer son bracelet bouclier et sortit le pistolet magique, un pistolet magique que Satou avait récupéré dans le butin de la vallée des dragons, de son sac de fées. Lisa, tu t'entraînes dans la base secrète d'hier? Non, je vais patrouiller dans la capitale royale pour voir si des monstres à cordes rouges apparaissent, puisque le maître est au château royal aujourd'hui. Lisa baissa la voix pour que Tama et Pochi ne l'entendent pas. Elle ne voulait sans doute pas les décourager de se consacrer à leurs loisirs. Tu t'occupes des mêmes affaires qu'hier, Arisa? Oui, je vais finir un peu de comptabilité chez le baron Muno, puis j'irai à la compagnie Eshigoya. Arisa se dirigeait déjà vers la calèche en parlant. Attends une minute, Arisa. Lisa l'interpella et l'arrêta. Ah, je le savais. Tu as oublié de mettre ta guirlande de coquillages d'âme. Hein? Oh, mon Dieu, tu as raison. J'ai oublié de la remettre après m'être changée. Merci, Lisa. Arisa sortit la guirlande de coquillages d'âme de son sac de fées. C'était un objet que Satou avait acquis pour elle, un artefact pour protéger son réceptacle d'âme contre la rupture due à une utilisation excessive de ses compétences uniques. Je dois absolument le porter tout le temps. Après tout, c'est une preuve d'amour, comme une bague de fiançailles. Satou aurait sans doute protesté en entendant cela, mais Mia fut la seule à protester d'un petit « monsieur ». Le reste du groupe la regarda avec chaleur. Bon, je m'en vais. Lisa, n'hésite pas à me contacter si tu vois quelque chose d'étrange. Oui, bien sûr. La calèche partit avec tout le monde à bord pour les emmener à leurs destinations respectives, sauf Lisa, qui comptait patrouiller la capitale royale à pied. Waouh, quel queue! La vicomte Nina de la baronnie de Muno regarda autour d'elle les sièges des seigneurs et siffla doucement. Les sièges étaient séparés par territoire. Chaque section pouvait accueillir jusqu'à 4 personnes, généralement composées d'un chef de territoire, de son conjoint ou de son enfant, d'un fonctionnaire et d'un chevalier gardien. Le duc Vistal, victime d'une tentative d'assassinat quelques jours auparavant, était gardé par le noble écarlate Gélil, candidat au Uchiga, avec de nombreux autres gardes en attente derrière eux. Le baron Muno était le seul seigneur sans chevalier gardien immédiatement visible. C'est sûr, quel spectacle impressionnant. Assis à côté du baron Muno, Satou acquiesça d'un signe de tête. Normalement, il se tiendrait derrière lui comme garde, mais la personne qui les guida vers leur siège prit Satou pour un fonctionnaire et le fit asseoir comme tel. La vicomte Nina, qui aurait normalement dû occuper ce siège, prit alors la place de l'épouse. Elle tenta d'abord de s'installer sur le siège du fonctionnaire, mais céda face à l'indéniable différence de confort entre les deux sièges et finit par s'installer sur le siège de l'épouse. Satou, tu aurais au moins dû porter une armure, puisque tu es ici en tant que chevalier gardien. Tu dois bien en posséder une, non? Je ne suis pas une grande fan des armures. C'est trop lourd. Si l'un des chevaliers à proximité avait entendu Satou, il l'aurait probablement regardé avec des yeux exorbités. Heureusement, les sièges des seigneurs étaient insonorisés grâce à une barrière de magie du vent, empêchant ainsi quiconque d'entendre son commentaire. Les servantes assignées à chaque territoire étaient postées à l'extérieur de la barrière, sauf appel. Satou ne portait même pas sa chère épée de fée, bien que le vicomte Nina se soit abstenu de le souligner. Eh bien, je suppose qu'il est très peu probable que vous ayez à vous battre de toute façon, avec tous ces gardes. Le vicomte Nina doutait que Satou intervienne, à moins d'une attaque démoniaque. Je vois qu'il y a aussi quelques seigneurs jeunes ou des femmes. La plupart des seigneurs du territoire étaient des hommes d'une trentaine d'années ou plus, mais le seigneur du comté de Kageus, à l'ouest du comté de Seriou, était une femme d'une trentaine d'années, belle mais à l'air cruelle. Le jeune garçon, sans titre de seigneur, était probablement l'héritier du comté de Lesso, qui avait perdu son précédent seigneur lors d'une attaque démoniaque. Ce jeune homme a à peu près ton âge. Pauvre enfant, il devait épouser la princesse Sistina il y a environ 1 an, jusqu'à ce qu'il perde sa mère. Le mariage a été retardé d'1 an pour cause de deuil, puis il a perdu son père aussi, lors de cette attaque démoniaque, et le mariage a été annulé.
Il n'avait pas réussi à préparer le terrain avant la réunion du royaume. Au lieu de gagner le soutien des autres seigneurs et des nobles de haut rang, il s'était fait des ennemis qui pensaient qu'il devait être rétrogradé au rang de vicomte ou qui suggéraient même que d'autres membres de la famille avaient plus de droit sur le trône, poursuivit la vicomte Nina. Ça a l'air dur, remarqua Satou, puis elle sembla se désintéresser du jeune seigneur. La vicomte Nina était prête à lui conseiller de ne pas trop compatir, mais face à cette réponse étonnamment neutre, elle dut se contenter de regarder autour d'elle dans la salle de cérémonie. Les prêtres mettent vraiment du temps à se préparer. Réalisant qu'ils avaient un quart de carillon de retard, environ 30 minutes, la vicomte Nina fit signe à une servante de s'enquérir de l'avancement des travaux. La servante lui demanda d'attendre un instant et quitta les sièges des nobles, puis envoya une jeune servante en attente pour se renseigner. La jeune servante revint bientôt et accompagna la servante plus âgée faire son rapport au vicomte Nina. Il semble que le grand prêtre et la grande prêtresse du temple de Parion se soient tous deux pleins de malaise, et leur trouver des remplaçants a pris du temps. Le temple de Parion présente ses excuses et remercie chacun d'avoir pris quelques instants supplémentaires malgré son emploi du temps chargé. Je vois. Et ce bel homme là-bas est-il l'un de leurs remplaçants? Le vicomte Nina fit un signe de menton pour désigner le cardinal Ozunas de la province de Parion. Oui, s'exclama la jeune servante d'une voix rauque. L'honorable cardinal Ozunas lui-même sera un excellent remplaçant. Elle devait être une admiratrice du séduisant cardinal. Contenez-vous, voulez-vous? Vous êtes devant un seigneur. Je suis terriblement désolée. La servante plus âgée réprimanda la plus jeune pour son impolitesse devant le baron. Tout va bien, dit le baron Munot d'un ton rassurant, avant de remercier les servantes d'avoir été informées du retard. On dirait qu'elles vont bientôt commencer. Le Saint Graal était placé au centre du cercle magique dessiné au sol, et des calices sacrés à chaque pointe du pentagramme qui l'entourait. L'un d'eux était le calice sacré que Madame Somiena du duché de Vistal avait transporté. Les mages de la cour, les 33 bâtons Shiga étaient positionnés autour du cercle, tandis que le roi se tenait devant un autel non loin de là. À sa gauche se trouvait le chef des 33 bâtons Shiga, tenant un bâton sacré transmis par le roi ancestral. À sa droite se trouvait Juleberg, le chef des 8 épéistes Shiga, tenant l'épée sacrée Clédiam celui dégainé. En diagonale devant le roi se trouvait Rélus des 8 Shiga, bouclier sacré prêt, tandis qu'une rangée de prêtres se tenait derrière lui. Alors les prêtres se tiennent derrière le roi? Demanda Satou. Oui, c'est la tradition, expliqua le vicomte Nina. C'est aussi la première fois que j'assiste à la cérémonie, mais c'est le rôle du roi de superviser ce festival depuis l'époque du roi ancestral. Les prêtres ne jouent leur rôle que vers la fin. Le baron Munot, qui était là pour la première fois lui aussi, acquiesça d'un signe de tête aux explications du vicomte Nina. La cérémonie va commencer. Le roi leva un sceptre de saphir qui semblait faire partie du cœur de la cité. Mage en chef, le chant. 33 bâtons Shiga, commençons le chant synchronisé. Le mage en chef impérial commença à diriger les 33 bâtons Shiga. Tandis que leur magie s'élevait, la poudre d'écailles de dragon qui composait les lignes du cercle magique se mit à scintiller faiblement. Pouvoir du royaume, emplit cet endroit. Le sceptre du roi brillait en bleu et la magie du cœur de la ville se déversait dans le cercle magique, transformant la lueur bleue d'un faible scintillement en un éclair aveuglant. Finalement, la lumière ardente se fixa dans le cercle, tandis que les 6 vases sacrés s'emplissaient de magie sous la forme d'une eau rouge pâle. Rassemblez-vous, labeur de notre peuple. Le vent se mit à souffler dans le sens des aiguilles d'une montre au-dessus du cercle magique. Rassemblez-vous, honte de notre peuple. Le vent s'intensifia, les dames maintenaient leurs cheveux en place, tandis que les servantes luttaient pour maintenir leurs jupes. Quiconque possédait la vision des miasmes avait probablement vu les miasmes affluer de toute la capitale royale, et même des environs, et créer un tourbillon. Rassemblez-vous, toutes les formes du mal. Chaque fois que le roi prononçait le mot « rassembler », le liquide rouge pâle dans les vases sacrés s'assombrissait lentement. Sous leurs yeux, plusieurs servantes et dignitaires commencèrent à se sentir mal et furent escortés dehors. La barrière entourant le cercle magique empêchait le miasme accumulé dans les vases sacrés de s'échapper, mais comme il devait traverser la pièce pour s'accumuler en masse dans les calices et le Graal, les personnes de constitution plus fragiles en subissaient tout de même les effets. Et elles n'étaient pas les seules à ressentir les effets du miasme qui s'accumulait rapidement. Pendant ce temps, dans un atelier à l'écart du château royal. « Professeur, avez-vous vu sa dernière œuvre? Des beignets gambadant avec des nuages, n'est-ce pas? Un motif étrange, mais au charme remarquable qui captive le spectateur. » Le sculpteur marchait avec un élève plus âgé, observant ses autres élèves à l'œuvre. Comme toujours, de forts cliquetis résonnaient dans le parc tandis que les artistes travaillaient avec acharnement à leur sculpture. Nyu, Tama, concentré sur sa propre sculpture, leva la tête en sentant un changement dans l'air. Il y a quelque chose de bizarre.
Vous voulez dire le vent fort et une légère sensation désagréable? Demanda un sculpteur à proximité. Ah oui, Tama hocha la tête. C'est parce que c'est le réveillon du Nouvel An. Oui, ils font la cérémonie de purification du mal au château. Pas bizarre. Non, ça arrive tous les ans. Ne t'inquiète pas, concentre-toi sur ta sculpture. Oui. Rassuré par les adultes que tout allait bien, Tama hocha la tête et reprit son travail. Il fallut donc un certain temps avant que quiconque ne réalise que quelque chose n'allait pas. Alors, ça a commencé. Dans un parc quasi désert de la capitale royale, un homme contemplait le château royal qui se dressait au loin. Alors qu'il se tournait vers ses compagnons, les arbres bruissaient derrière lui et les oiseaux perchés s'envolèrent tous ensemble. Oui, le début de la fin. L'avènement du vrai Dieu est arrivé. Notre temps d'obscurité prendra fin, et une nouvelle ère s'élèvera. Oui, nos vœux les plus chers porteront enfin leurs fruits. Les hommes en robe à capuche exprimèrent tous des sentiments tout aussi sinistres après le premier. Les corbeaux croassèrent de façon menaçante, comme pour célébrer, et les chiens errants se mirent à hurler pour dissimuler leur peur. Tous appartiendront à. Les hommes se mirent à crier à l'unisson, levant des bâtons incrustés de pierres maudites, leurs yeux enfoncés lançant une lueur sombre. Le vent de la liberté. Ceux qui les observaient avec suspicion s'éloignèrent précipitamment, comme s'ils ne voulaient rien savoir. Ah, le réveillon du Nouvel An est vraiment parfait pour ce genre de choses. En effet, les vents menaçants de la cérémonie de purification du mal créent une atmosphère formidable. On aurait peut-être dû ajouter des mots comme Seigneur démon et destruction. Laissant tomber leur pose théâtrale, les hommes commencèrent à discuter agréablement de détails futiles. Si Satou avait été témoin de cela, il aurait sans doute jugé cela digne de leur réputation de fan-club occulte décontracté. Ouf, bravo, messieurs. L'homme qui semblait être le chef baissa sa capuche et essuya une sueur inexistante avec sa manche. Quel est ce bruit? Remarquant un cliquetis, l'homme regarda autour de lui. Regardez, la plaque d'égout. Au moment où un autre homme la désignait du doigt, la plaque d'égout voisine s'envola brusquement, laissant échapper un grand triton couvert de motifs rouges, un monstre à cordes rouges. C'est un monstre, un de ces trucs à cordes rouges? Réponds à mon appel, et que les morts se réveillent de. Idiot, ce n'est pas le moment de jouer. Sortons d'ici. La langue du triton jaillit et ses yeux se tournèrent vers les hommes. Oh, merde, on va se faire dévorer. Faune, jetant leurs bâtons de côté, les hommes trébuchèrent en s'enfuyant. Le triton, de la taille d'un chien, se dirigea non pas vers les hommes, mais vers les bâtons, dévorant goulûment les pierres maudites qui y étaient attachées. Et ce n'était que le début. Dans une rue du quartier d'affaires de la capitale royale, un escadron de gardes en patrouille découvrit des monstres aux cordes rouges sortis d'une canalisation d'égout. Yuo et Udo, aidez à évacuer la zone. Tous les autres, combattez avec moi pour contenir les monstres. Ne laissez pas un seul d'entre eux s'infiltrer et attaquer les citoyens. Sur ordre du capitaine d'escadron, les soldats préparèrent leurs lances et passèrent à l'action. Il y avait environ 5 monstres grillons mutants devant eux, sortis des égouts, leurs antennes ondulant tandis qu'ils fouillaient la zone. L'un d'eux attaqua les soldats. Ils sont plus forts que je ne le pensais. Oui, c'est pire que ce que décrivaient les rapports de la station. Ils étaient plus lourdement armés que d'habitude, mais l'équipement des gardes était conçu pour maintenir l'ordre et combattre les criminels. Le combat s'annonçait rude contre des monstres qui les surpassaient, et le capitaine d'escouade pressentait qu'il devrait se préparer à de lourdes pertes. Envoyer une fusée de signalisation. Appeler les gardes en renfort. Le capitaine décida qu'il était plus sage de faire appel à des chevaliers experts en combat de monstres que de pousser ses hommes au-delà de leurs limites. Lancer la fusée de signalisation. Le capitaine adjoint lança. Son regard la suivit dans le ciel au-dessus de la capitale royale, avant de s'écarquiller en voyant des fusées de signalisation s'élever de plusieurs autres endroits. Ce n'était apparemment pas le seul endroit où des monstres étaient apparus. Les monstres à la corde rouge n'étaient pas les seuls problèmes qui couvaient dans la capitale royale. Reculez, le golem bouge. Dans la résidence d'un noble de haut rang, le golem chevauchable qu'il venait d'acquérir auprès de la compagnie Sabé se mit soudain à bouger, renversant des cartons dans l'entrepôt en se dirigeant vers la cour. Qui est dans le cockpit? Personne. Satan et Fouine, ils nous ont vendu un produit défectueux. Les gens se précipitèrent, paniqués, fuyant le golem. Vu d'en bas, le cockpit semblait contrôlé par un homme invisible, les leviers et les pédales se déplaçant d'eux-mêmes. Si quelqu'un doté d'une compétence « analyse » de haut niveau avait été présent, il aurait probablement compris que le golem était possédé. Le lutin qui avait pris le contrôle du golem ricana en direction des gens qui fuyaient en contrebas. Tout va bien? Dans une pièce sombre, des hommes cagoulés discutaient à voix basse dans une langue étrangère. Plus petits que les monstres que nous avons fait grandir rapidement grâce aux graines de monstres ont émergé à la surface comme prévu, semant la peur et les blessures parmi la population.
plus grands que, ces monstres à croissance rapide étaient ce que les habitants de la capitale royale appelaient les monstres à cordes rouges. Les hommes présents étaient les responsables des incidents liés à la corde rouge. Plus petit que j'avoue avoir été perturbé lorsque les autorités ont saisi nos outils magiques à clé d'activation, mais il ne me serait jamais venu à l'idée d'utiliser les esclaves comme outils jetables à la place des flûtes. Plus petit que c'était loin d'être idéal, bien sûr. Mais en répandant la drogue d'activation parmi les esclaves, nous pouvons encore produire des monstres à croissance rapide à partir des créatures nourries aux graines de monstres. Plus grand que, l'homme grimaça. Plus petit que bien que la zone d'effet soit considérablement réduite. Plus grand que, entre les outils magiques émettant des ondes de signal et les animaux gavés de drogue, il était évident que les premiers fonctionneraient à bien plus grande échelle. De fait, il y avait bien moins de monstres à cordes rouges qu'ils ne l'avaient d'abord imaginé. Plus petits que les lutins invoqués, plus petit que oui, ils ont reçu l'ordre de semer le chaos dans la capitale royale et sont livrés à eux-mêmes. Les 3 lutins encore sous le commandement de l'invocateur ont pris possession des monstres alpha des territoires voisins de la capitale royale et sont en route vers nous en toute hâte. Plus petit que 3 ? Je croyais qu'on en avait envoyé 4. Plus petit que celui qui était censé posséder l'hydre n'a pas trouvé la cible prévue et s'est emparé d'un autre monstre, pour finalement être vaincu par une guerrière de passage qui semblait appartenir à la tribu des écailles oranges. Plus petit que, quelle malchance. Mais peu importe, tant que nous avons la manticore et la viverne du chaos, cela devrait suffire amplement à faire diversion. La carte étalée sur la table était jonchée de pions représentant des combats entre monstres et forces Shigan, leur position changeant à tout instant. Cet objet magique, rappelant le don de cartes de Satu, était un artefact créé à l'époque du royaume de Flux. Plus petit que les défenses aériennes de la capitale royale ont été repoussées, n'est-ce pas ? Plus petit que, eh bien, voyez-vous, des yeux perçants fixèrent l'homme bègue sous sa capuche. Plus petit que les membres que nous avions soudoyés ont malheureusement été rétrogradés après la récente attaque contre la maison du duc Vistal. L'homme se souvenait avoir entendu dire que des monstres scarabées transportant des rochers géants avaient envahi la capitale royale et détruit le manoir du duc Vistal. De toute évidence, certains soldats de la défense aérienne avaient été soudoyés par d'autres, pas seulement eux. Plus petit que mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le temps que la manticore et les autres arrivent, ils seront sans doute dispersés dans la ville à s'occuper des mouches, des chauves-souris et autres. Nous avons déjà envoyé des assassins à la tour de guet et au poste d'observation au sud. Le seul hic, c'est que lorsque les chevaucheurs de Wyvern apprendront cela, plus petit que il sera déjà trop tard. Plus petit que exactement, monsieur. Plus petit que alors prenons une autre contre-mesure. Placez un autre diablotin sous le contrôle de l'invocateur et faites-lui posséder une viverne dans sa caserne. Si le chaos règne à leur base, cela retardera certainement leur départ. Plus petit que excellente idée. Je prends les dispositions nécessaires immédiatement. Plusieurs barrières entouraient l'écurie des Wyverns, mais il y avait sûrement moyen de les contourner. L'homme ne prit pas la peine d'aborder ce point en quittant la pièce. Plus petit que encore un peu, l'autre homme baissa la tête et regarda la carte. Ses yeux étaient fixés sur le morceau qui indiquait leur seigneur, qui se trouvait maintenant dans le château royal. Bon sang, mon épée d'acier s'est brisée. TCH, ma lance aussi. Les gardes étaient engagés dans un combat acharné contre les grillons mutants. C'est inutile, bon sang. On fait à peine une brèche. Ne les attaquez pas de front. Concentrez-vous sur la défense. Gagnez du temps et attendez les renforts. Tandis que le capitaine d'escouade aboyait ses ordres, il repensa aux informations des rapports reçus à la station. Les monstres à cordes rouges étaient en moyenne de niveau 10, plus forts que les autres monstres du même niveau, avec des barrières magiques rougeoyantes. Le niveau des gardes variait de 5 à 10, avec une moyenne autour de 7. Face à un monstre de niveau 10, ils pouvaient à peine tenir le coup avec leur équipement complet et le travail acharné de toute l'escouade. Mais ces monstres avaient des barrières assez solides pour dévier le coup d'un épéiste expérimenté. En bref, c'était un scénario cauchemardesque. Jusqu'au dernier membre de l'escouade saignait quelque part, blessé par les antennes ou les griffes des grillons mutants. Mais alors que la situation devenait critique, une lueur d'espoir apparut. Une dizaine de chevaliers, qui avaient vu la fusée de signalisation, arrivèrent au galop de l'autre côté de la rue. On est là pour vous aider. Laissez-nous gérer les monstres. Bien reçu. Merci, chevalier. Le capitaine des chevaliers prépara sa lance en alliage de mithril et chargea droit sur l'un des monstres. Des barrières rouges se formèrent devant le monstre pour bloquer l'attaque, mais contrairement aux épées des gardes, la lance ne se brisa pas. Après un moment de lutte, la barrière rouge se brisa comme du verre. Mais la résistance fut suffisante pour dévier la lance du capitaine, qui ne transperça pas le monstre,
effleurant son flanc sans succès. Alors, ce sont les cordes rouges. L'élan du capitaine le porta au-delà du monstre. Les autres chevaliers commencèrent leur charge à la poursuite de leur chef. La plupart brisèrent les barrières comme leur capitaine l'avait fait, ou se contentèrent de les rogner, mais le vice-capitaine qui chargea le monstre dont la barrière avait déjà été brisée parvint à le transpercer de sa lance et à l'abattre. On peut y arriver. Une fois les barrières brisées, ils redeviennent comme des monstres normaux. Les autres chevaliers applaudirent au cri de leur capitaine et firent demi-tour pour une nouvelle charge. Sire chevalier, attention, au moment même où le garde hurlait, près de la moitié des chevaliers furent emportés, chevaux compris. Les grillons mutants, qui se battaient jusque-là avec leurs antennes et leurs pattes avant, s'étaient soudain mis à charger les chevaliers montés dans un fracas corporel. Je n'ai jamais vu de monstre avec une telle puissance de saut, même avec le renforcement corporel. Les chevaliers renversés jetèrent leurs lances et dégainèrent leurs épées, chargeant les monstres à pied. Les attaques du capitaine des chevaliers étaient particulièrement remarquables. L'épée du champion offerte par sa majesté est vraiment exceptionnelle. Elle peut même traverser les barrières de ces monstres aux cordes rouges comme du beurre. Quelques chevaliers regardaient avec envie l'épée de leur capitaine. Les épées du champion, des épées magiques forgées plaquées de mithril, offertes au royaume de Shiga par Nanashi le héros, faisaient l'envie des chevaliers du monde entier. Tu es vivant? Je vais bien. J'ai juste honte d'avoir été mis à terre par un monstre pareil. Les chevaliers, projetés à terre par les monstres, se relevèrent lorsque le vice-capitaine les interpella. Zut, ils sont encore en vie après un tel coup? Ces chevaliers sont d'un autre niveau. Les gardes restèrent bouche bée devant les chevaliers qui se tenaient debout, imperturbables. Leurs armures robustes et leurs muscles entraînés les avaient protégés de toute blessure. Dododo, don donut. Dans l'atelier du sculpteur, Tama tapotait un rythme étrange en sculptant. Gaa! Soudain, quelqu'un hurla dans la cour. Tama pivota brusquement au moment où quelque chose passa devant elle. Crac, clac, clac. Des bruits de destruction la firent se retourner brusquement et découvrir sa sculpture brisée sous ses yeux. Ma sculpture. Tombant à genoux, Tama toucha un fragment de sa statue détruite, en larmes. Elle avait mis tout son cœur et toute son âme dans cette nouvelle statue. Elle avait trouvé l'inspiration parfaite et s'était dévouée à la sculpter à la perfection. Et maintenant, il était détruit. Tama était en colère. GWEECHKOO. Un monstre hurla de l'autre côté de la cour. Tu as trouvé le coupable. Tama disparut, puis réapparut devant le monstre. Tu sens la rage de Tama. GWECHKO? L'air confus, le monstre à la corde rouge, semblable à une grenouille, lança sa langue enroulée vers le visage de Tama. La fille aux oreilles de chat disparut à nouveau, et sa longue langue fut coupée à la base, s'envolant dans les airs. GZWEGHOOO. Le monstre hurla de douleur, du sang jaillissant du moignon de sa langue. Puis sa moitié supérieure glissa sur le côté. Plus loin, Tama atterrit, la main tendue. Une fois de plus, j'ai coupé un objet sans valeur. Tama récita un passage d'anime qu'Arisa lui avait appris. La lumière rouge de la main de Tama s'éteignit tandis que sa colère s'apaisait. De toute évidence, elle avait utilisé l'âme magique dans son propre corps pour couper le monstre en deux à main nue. Waouh, tu l'as vaincu à main nue. Alors tu es aussi doué au combat, pas seulement en sculpture. Tama se retourna, encouragé par les compliments des adultes. Les ninjas sont plus forts à main nue. Tama marqua une pause. C'est ce qu'Arisa a dit. À ce stade, la plupart des choses étaient de la faute d'Arisa. À peu près au même moment où la statue de Tama fut détruite. Des monstres à cordes rouges apparurent également dans le parc paisible où Pochi assistait à un spectacle de Kamishibai. Monstre Urs, cessez. Tandis que les autres enfants s'effondraient au sol ou s'accrochaient les uns aux autres, Pochi se releva calmement. Mais même les adultes ne peuvent pas les vaincre. Les enfants désignèrent du doigt les adultes qui se faisaient bousculer par les monstres. Pendant ce temps, le conteur rassemblait désespérément les outils de son métier qu'il avait laissé tomber par surprise. C'est bon, monsieur. Vous devriez partir avec monsieur le conteur, monsieur. Pochi tapota la tête de l'enfant inquiète et sortit son katana de son sac de fée. Les personnes poursuivies par les monstres étaient blessées, mais heureusement, personne n'était mort. Le jour de repos de Pochi est terminé, monsieur. Il est temps de se battre, monsieur. Elle dégaina son katana de son fourreau en s'approchant du monstre, puis s'arrêta à proximité pour une frappe rapide. Un coup mortel, si. Oh non, il est coincé, monsieur. Pochi se força trop et ne réussit pas à dégainer son épée, et le criquet mutant la fonça sur elle. Puis le monstre fut coupé en deux par une attaque aérienne. Vous allez bien? Celui qui avait sauvé Pochi posa un sabre sur son épaule en parlant. Monsieur Haim, merci, monsieur. Pochi va bien, monsieur. C'est bien. Aidez-moi, alors. Haim l'herbivore, 7e membre des 8 épéistes de Shiga, fusilla du regard les nouveaux monstres qui émergeaient de l'étang du parc.
Ils sont plus nombreux que je ne le pensais. Ne laissez aucun monstre approcher des civils. Oui, monsieur. Pochi rangea son katana, qu'elle ne maîtrisait pas encore parfaitement, et sortit son épée courte magique familière. Courant après Haim, elle abattit tous les monstres qui échappaient à son sabre d'un mouvement fulgurant. Ses contributions étaient si impressionnantes que son échec précédent semblait un mensonge. C'est parce que cette épée n'a pas été taillée au combat, monsieur. Tandis qu'elle abattait des monstres avec aisance, elle marmonna quelque chose qui ressemblait presque à une excuse. Personne n'était là pour commenter son incompétence avec l'expression « à l'épreuve du combat ». Je protégerai les larves, je vous le signale. Son épée et son bouclier prêts, Nana se tenait dans la salle de concert, protégeant la chorale des enfants de l'essaim de monstres qui s'approchaient de la scène. Mademoiselle Nana, s'écria l'un des garçons. Ils arrivent aussi des coulisses. Nana n'était venue que pour observer pendant que Mia dirigeait la chorale, mais tandis qu'elle traduisait les instructions brèves et insuffisantes de Mia, les enfants commencèrent à l'appeler « Mademoiselle ». Activez bouclier flexible, je vous le déclare. Nana produisit des boucliers transparents grâce à sa capacité fondation et les positionna pour protéger les ailes. Mademoiselle Nana, Mademoiselle Mia s'est réveillée. MRR, Mia avait été écrasée par les enfants paniqués lorsque les monstres apparurent, la laissant brièvement inconsciente. Mia, urgence, au rapport. Demande de renfort. Bien que l'expression de Nana ne changeât pas, il était clair que les monstres pouvaient percer ses défenses à tout moment. Kyubushu ballon. Mia activa un sort de magie de l'eau mineure d'un champ rapide, repoussant l'essaim de monstres. Activé, coup de bouclier, je déclare. Dès que Mia eut réduit leur nombre, Nana élimina les monstres qui tentaient de passer à côté de son bouclier. Abri de ruisseau Ryuzui Kekai. Les actions de Nana laissèrent à Mia le temps de lancer un sort de barrière intermédiaire. C'était probablement le résultat d'une coordination de groupe finement affinée, fruit de leur combat dans le labyrinthe. Mia, peux-tu utiliser la magie spirituelle ou la magie d'attaque tout en maintenant la barrière? Je demande. Facile. Mia lança un sourire suffisant et fit le signe de la victoire à Nana, puis entama un long chant. À mi-chemin, des monstres ressemblant à des mouches et des chauves-souris déferlèrent du plafond pour attaquer, mais Nana les terrassa facilement à coups de lance et d'épée. Krei Garudafu Urayu Suzu. Un oiseau doré scintillant apparut devant Mia. Il déploya ses ailes et flotta dans la salle de concert, telle une puissante étoile. Vas-y. Sur un bref ordre de Mia, les plumes dorées du Garuda se détachèrent de ses ailes et commencèrent à anéantir tous les monstres aux cordes rouges. Waouh, mademoiselle Mia, les elfes sont incroyables. Cet oiseau doré est tellement génial. Tandis que les enfants couvraient Mia d'éloges, Nana exprimait une déception palpable, malgré son expression restée impassible. T'étais super aussi, mademoiselle Nana. Oui, vraiment, tu nous as tous protégés. Merci, mademoiselle Nana. Des larves. L'aura de Nana se transforma en une profonde émotion tandis que les enfants s'occupaient sagement de tout arranger. Merci aussi, mademoiselle Mia. Mia hocha la tête placidement. Il restait encore des monstres à vaincre, mais ce n'était probablement qu'une question de temps avant qu'ils disparaissent eux aussi. Une nuée de moustiques? Si c'est le cas, ces insectes sont un peu trop gros. Pendant que Tama, Pochi et les autres affrontaient des monstres, Lisa avait elle aussi découvert quelque chose d'étrange dans l'immense réservoir de la station d'épuration. Les personnes à proximité semblaient avoir remarqué la même chose, pointant du doigt l'essaim d'insectes rouges foncés tourbillonnant au-dessus de la surface de l'eau, entouré d'une clôture. De l'autre côté se trouvait un tuyau relié au reste de la station d'épuration. Des insectes rouges. Non, ce sont des monstres. Lisa sortit sa lance criquet adorée de son sac de fée. Ce serait plus facile si Lulu ou Arisa étaient là. Lisa n'avait pas beaucoup de moyens anti-aériens. Elle sortit son outil de signalisation d'urgence et appuya sur le bouton monstre repéré. Je suis sûre qu'Arisa ou le maître s'occuperont du reste. Comme Lisa le pensait, elle chargea sa lance de lame magique. Ce ne sont pas que des insectes. Ce sont des monstres. Le cri d'un spectateur attira les insectes à la poursuite de la foule, qui commença à fuir. Alors que la nuée d'insectes se rapprochait, une boule de lumière rouge les transperça. C'était le tir de lame magique de Lisa, destiné à attirer leur attention. Monstre, venez à moi, si vous ne craignez pas ma lance. Elle utilisa la compétence « provocation » sur son cri, attirant les monstres vers elle. Oh non, les monstres ont poursuivi la dame à la queue. Courez, madame, ils sont trop nombreux pour que vous puissiez les affronter seuls. Avant même que leurs cris ne cessent, les monstres volants, de la taille d'une tête humaine, se mirent à tirer sur Lisa comme des balles. Lisa ne vacilla pas, même sous le raz de marée des monstres volants qui la frappaient. Un coup, un balayage, un autre. Ces mouvements de lance étaient assez classiques, mais déchaînés à une vitesse incroyable. Chaque fois que le bras de Lisa étincelait, le nombre de cadavres de monstres autour d'elle augmentait.
toute cette avalanche rouge sombre. Elle la déchiquette avec sa lance. Mais qui est donc cette dame? Les spectateurs furent si stupéfaits par le spectacle qu'ils s'arrêtèrent pour regarder, oubliant leur vol. Une lanceuse, avec une queue, murmura l'un des spectateurs, trouvant enfin la réponse. Je sais, c'est Lisa de la Lance Noire, la lanceuse la plus puissante de tous les temps, qui a même vaincu Jules Berg l'inarrêtable. Au moment même où les hommes commençaient à s'exclamer, une ombre noire jaillit du tuyau. C'était une chauve-souris géante, d'une envergure de plus de 9 mètres. Elle tournoyait dans les airs comme pour chasser les mouches, puis se mit à piquer sur Lisa. Attention, ça arrive d'en haut. Lisa avait déjà pointé sa lance vers le ciel. Elle avait dû sentir l'attaque surprise de la chauve-souris à la façon dont les mouches fuyaient dans tous les sens. D'abord des mouches, et maintenant une chauve-souris. En murmurant ces mots, Lisa lança sa lance vers le ciel, transperçant la chauve-souris qui plongea vers elle de la bouche au ventre. Lisa était encore sur ses gardes lorsqu'elle entendit le carillon de la voix tactique s'activer, suivi de la voix d'Arisa. Vous m'entendez, tout le monde? D'autres monstres à cordes rouges sont apparus dans la capitale. Levant les yeux vers les fusées éclairantes colorées qui jaillissaient dans le ciel les unes après les autres, Lisa comprit que ce n'était pas le seul endroit où quelque chose clochait. Elle sortit une lance de jet de son sac fée et abattit une mouche en fuite tout en écoutant Arisa. J'ai reçu les instructions de notre maître. Sors les cartes que nous t'avons distribuées et rappelle-toi que les emplacements sont codés. Regardant sa propre carte dans son sac de fée, Lisa se mit à courir vers la zone qui lui était assignée. Peu avant que Lisa n'appuie sur le bouton d'alerte d'urgence. Sous le regard de Satou et de ses compagnons, la cérémonie de purification du mal touchait à sa fin. Un liquide noir d'encre remplissait les vases sacrés, tel un miasme matérialisé, et les 33 bâtons Shiga avaient reculé de leur position autour du cercle magique, remplacés par les membres du clergé de chaque temple. À ce moment précis, l'outil de communication d'urgence dans la poche de Satou vibra pour indiquer une alerte. Alors que Satou cherchait à savoir de qui venait le message, Arisa le contacta par téléphone. Maître, Lisa et quelques autres ont croisé des monstres à cordes rouges. La situation semble stable pour l'instant, près du manoir du baron Muno. Les 3 filles bêtes avaient toutes envoyé des signaux d'urgence. J'ai aussi un rapport de Lulu au marché. Elle n'a pas vu de Redrop, mais il y a plein de fusées éclairantes dans le ciel. Arisa semblait utiliser le téléphone pour parler à Lulu en même temps. Satou ouvrit sa carte et examina la répartition des monstres apparus dans la capitale royale. Ils sont apparus dans plus de 30 zones différentes. Principalement des quartiers commerçants, des marchés, des théâtres, des parcs, ce genre de choses. Les monstres terrestres n'ont pas un grand rayon d'action, mais il y a des monstres volants comme des insectes et des chauves-souris qui se sont répandus sur une zone considérable. Il n'y a pas de dégâts dans le quartier noble? Seulement des endroits où de nombreuses maisons de la petite noblesse sont serrées les unes contre les autres, où les gens organisent des garden parties, etc. C'est étrange qu'il n'ait pas attaqué le château royal. Les endroits où les monstres étaient apparus semblaient suivre un schéma. Aucun monstre n'était à portée du radar de Satou. Tu penses que c'est une diversion? Demanda Arisa. Très probablement. Tandis qu'il parlait, Satou vit un messager courir vers le Premier ministre, essoufflé. La nouvelle de l'apparition du monstre à la corde rouge devait arriver. Alors leur véritable cible. Ouais, c'est probablement ici. Satou ressentit un malaise qu'il ne parvenait pas à décrire face à cette tactique bien trop évidente. Restez là, maître. Vous pouvez nous indiquer où aller, comme un détective de salon. On s'occupera des émeutiers. La voix d'Arisa était enjouée. Très bien, je vous laisse vous en occuper. Connectez-moi à tout le monde par Tactical Talk, s'il vous plaît. D'accord, on dirait qu'il se passe quelque chose. Je vais voir ce que je peux trouver. Pendant qu'Arisa reconnectait le sort, Satou s'excusa auprès du vicomte Nina et du baron Muno, plaça discrètement une ardoise de seau pour le sort de retour dans une tonnelle voisine et se dirigea vers une autre partie du château. Je suis sûr qu'Arisa et les autres peuvent s'occuper des grandes épidémies. Je vais nettoyer certaines de celles qui se sont propagées individuellement, par précaution. Satou sélectionna flèche à distance dans son menu magique, ouvrit sa carte et commença à verrouiller les monstres volants qui s'étaient répandus sur une vaste zone, monstres qui prenaient le dessus sur les soldats, et ainsi de suite. 3 volets fusèrent dans les airs, pour un total de 360 flèches magiques, et commencèrent à décimer les monstres. Il n'en envoya aucun dans des endroits bondés ou où les combats étaient particulièrement intenses. S'il tentait de tirer sur des monstres au milieu d'une mêlée, il craignait de tuer accidentellement quelqu'un qui se serait interposé entre le monstre ciblé et la flèche à distance. La magie d'attaque de Satou était plus dangereuse pour le commun des mortels que pour n'importe quel monstre. Dans ces cas-là, il utilisa le sort non mortel étourdissement à distance. Cela ne suffirait pas à vaincre les monstres aux cordes rouges avec leurs défenses élevées,
mais cela permettrait au moins de gagner un temps précieux pour que ceux qui les affrontaient puissent s'échapper ou se placer en meilleure position. Une fois ces tirs de soutien terminés, il retourna à la tonnelle, puis au siège des seigneurs. Maître, j'ai demandé à tout le monde de sortir ses cartes. Vos instructions? 3 grands monstres approchent du château royal, mais vous pouvez les ignorer. Nous avons les Shiga 33 bâtons qui peuvent les abattre à distance, sans parler des 3 Shiga 8 épéistes et de Gélil. Ne vous inquiétez pas. Comme aucun membre du groupe n'objectait, Satou continua de leur indiquer les endroits nécessitant des renforts, leur disant de se dépêcher. Maître, avez-vous déjà donné des instructions à la compagnie Eshigoya? Oui, bien sûr. Il y avait plusieurs puissants golems de défense au siège d'Eshigoya et dans ces 2 usines. Satou avait donc donné l'ordre de les ouvrir comme abri d'évacuation pour les citoyens des environs. Après avoir donné ses ordres immédiats, il informa le vicomte Nina et le baron Munno de l'apparition de monstres à cordes rouges. Je vois, c'est donc de là que vient tout ce chaos, dit le vicomte Nina. On dirait que notre rituel est enfin arrivé à son terme. Au centre de la salle de cérémonie, le liquide noir des calices sacrés était versé dans le Saint Graal pour le rassembler en un seul endroit. Les prêtres et prêtresses entonnèrent le chant de la magie rituelle purificatrice. Le liquide du Saint Graal se tortillait comme une vase, tentant de s'échapper du récipient, mais la lumière bleue commandée par le roi le maîtrisait. Finalement, la magie rituelle fut invoquée, et le liquide sombre rétrécit légèrement. De toute évidence, le sort serait répété plusieurs fois jusqu'à ce que tout le liquide noir du Saint Graal disparaisse. Il semblait cependant que cela prendrait encore un certain temps. Satou agrandit la fenêtre de sa carte, se concentrant sur les mouvements des points lumineux. Désolé, je dois y aller, il y a une urgence. Je pense que vous serez en sécurité ici, mais assurez-vous de verrouiller les portes et de rester à l'intérieur après mon départ, au cas où. Arisa bondit hors du bureau du manoir du baron Munno et annonça son départ aux premières servantes qu'elle croisa, Erina et la nouvelle. Je t'ai eu, il s'est passé quelque chose? Juste au moment où elle répondait, une sonnerie d'alarme retentit, annonçant l'état d'urgence. Ils ont mis du temps à sonner, murmura Arisa en courant dans le couloir. La personne censée sonner avait probablement hésité de peur de perturber la cérémonie de purification du mal qui se déroulait au château royal. Arisa, que se passe-t-il? Dites-moi ce qui se passe. Dame Karina. Dame Karina sortit en courant de sa chambre après avoir entendu l'alarme. Arisa faillit prononcer à voix haute le surnom qu'elle donnait à Dame Karina, Dame Saint, mais parvint à se reprendre juste à temps. Arisa, 2 monstres s'approchent du château de Munno par les égouts. La voix de Satou résonna en langage tactique. Presque au même instant, un bruit de fracas et un cri s'élevèrent de la maison voisine. Dame Karina, monstre détecté. Compris, monsieur Raka. L'artefact intelligent de Dame Karina, Raka, la prévint et elle sauta par la fenêtre, toujours vêtue de sa robe, franchissant le mur qui séparait la maison voisine. Derrière elle, la noble chargée d'enseigner les bonnes manières à Dame Karina hurla de rage et de désespoir, mais Dame Karina ne sembla pas le remarquer. Madame Erina, Dame Karina est allée à côté. La nouvelle, l'échelle. Attrapez l'échelle, on la poursuit. Oui, madame. Les 2 servantes de Dame Karina coururent vers la remise. Maître, Karina s'est précipitée pour intercepter ces monstres. Laissez-la s'en occuper, alors. Allez retrouver Lulu tout de suite. D'accord. Puisque les servantes ne regardaient plus, Arisa utilisa la magie de l'espace pour se téléporter au manoir de la capitale royale, puis utilisa la clairvoyance pour confirmer sa destination avant de se téléporter près de Lulu. Loulou, Arisa, Lulu se retourna, entourée de vendeurs et de clients souriants. Au-delà de la foule, parmi les victuailles éparpillées un peu partout, se trouvaient les cadavres de plusieurs monstres touchés aux organes vitaux par un pistolet magique ou dont la nuque avait été brisée. On dirait que tu maîtrises déjà la situation. Eh bien, le maître s'en est occupé à peu près de la moitié. Lulu expliqua le tir de flèche à distance de Satou à Arisa, qui ne l'avait pas vu. Waouh, c'est notre maître pour toi. Arisa utilisa la magie de l'espace pour confirmer qu'il n'y avait plus de monstres dans les environs avant de prendre la main de Lulu et de s'enfuir dans une ruelle. Merci, mademoiselle. Reviens quand tu veux, je te fais une grosse réduction. Merci de nous avoir sauvés, dame aux cheveux noirs. Les personnes que Lulu avait sauvées lancèrent des remerciements en s'enfuyant. Une fois hors de vue, Arisa se téléporta au sommet d'un aqueduc, Lulu à ses côtés. Ils sont plus nombreux que je ne le pensais. D'après Satou, les soldats hommes-oiseaux de la défense aérienne de la capitale royale livraient un combat aérien acharné contre des monstres à cordes rouges. Les chevaucheurs de Wyvern, retardés par un incident, étaient en route pour intercepter les grands monstres qui approchaient du château royal, ralentissant leur réaction face aux monstres qui volaient au-dessus de la capitale comme s'ils en étaient les maîtres. Les flèches à distance de Satou en avaient exterminé un nombre important, mais il en restait encore beaucoup.
Lulu, élimine tous les monstres que tu vois. As-tu la permission du maître pour utiliser le pistolet à incendie et le pistolet laser? Oui, je m'en occupe. Lulu fit un signe de tête à Arisa, sortant déjà le pistolet à incendie de son sac fée et visant les monstres. Je vais les abattre. Elle commença à abattre tous les monstres dans un rayon de 30 mètres, chaque tir infligeant une mort certaine. Eh bien, je ne peux pas te laisser tout le plaisir. Arisa réduisit en miettes une nuée de monstres volants avec le sort de magie du feu tempête de feu, puis utilisa tir explosif sur une chauve-souris qui traversa la première volée de flammes, la réduisant en cendres avant qu'elle ne l'atteigne. Lorsqu'ils eurent éliminé tous les ennemis à leur portée, la voix de Satou résonna à leurs oreilles. Arisa, va chercher Mia, s'il te plaît. Il n'y a personne autour d'elle. D'accord, Nana, une fois que les gardes seront là pour défendre la salle de concert, dirige-toi vers l'endroit que j'ai indiqué. Oui, maître. Mia, utilise des pseudo-esprits pour éliminer les monstres au sol. Arisa et Lulu devaient rejoindre Mia, puis rétablir l'ordre public dans la capitale royale depuis un endroit élevé offrant une bonne vue. Nous avons reçu des ordres du seigneur Kuro. Nous devons cesser toute activité commerciale pour la journée et évacuer tous les citoyens à proximité vers notre siège. Les employés du magasin rangeront tous les produits exposés et dégageront une zone pour se mettre à l'abri. Nous ouvrirons un espace allant du sous-sol au 4e étage. Au siège de la société Eshigoya, la directrice Eleuthérina prenait les choses en main avec empressement. Directeur, devrions-nous envoyer un entrepreneur informer la directrice de l'usine Paulina? Inutile. Seigneur Kuro a déjà contacté Paulina. Compris. Je vais commencer à préparer les procédures d'évacuation, alors. Je vous en prie. Tifalisa appela quelques autres membres du personnel de direction et commença à affecter des employés à l'accompagnement des citoyens, aux préparatifs physiques, etc. Directeur, où sommes-nous censés ranger tous nos produits? Mettez-les simplement dans nos locaux personnels. Tant que ce n'est ni le bureau ni la cuisine, n'importe où fera l'affaire. Avant même la fin de ce travail acharné, les évacués commencèrent à entrer. Le soulagement se lisait sur le visage des citoyens en voyant les puissants golems protéger l'entrée. Corde rouge, il y a des monstres de corde rouge. Un homme accourut en hurlant, les golems bondirent en avant et les lourdes portes se refermèrent. L'homme s'effondra, couvert de sang, et un membre du personnel doté d'une magie de guérison commença immédiatement à le soigner. Le fracas des monstres et des golems qui se battaient dehors était audible à travers les murs. Maman, les monstres vont nous dévorer? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je te promets de te protéger. Une mère serrait son enfant effrayé contre elle. Les autres évacués semblaient tous plus ou moins secoués. Ne t'inquiète pas. Calmement. Tifalisa s'adressa aux évacués et désigna du doigt la rangée de cadres alignés le long du couloir voûté du 2e étage. Tout le monde, feu. Sur l'ordre de la directrice, les filles utilisèrent toutes de la magie d'attaque ou des bâtons enchantés pour anéantir les monstres aux cordes rouges. Bien qu'elles n'aient pas beaucoup d'expérience au combat, elles avaient été formées dans un endroit suffisamment sûr pour être capables d'attaques puissantes. Le fait que la stratégie de la directrice soit axée sur leurs points forts a aidé. Pendant ce temps, ailleurs en ville. Lisa, tourne à droite au carrefour plus loin. Tu verras des chevaliers combattre des rats mutants géants. Sprintant à toute vitesse dans les rues, Lisa dérapa au virage comme une patineuse de vitesse et dépassa l'intersection. Cible repérée. Engagée. Laissant une traînée de lumière rouge dans son sillage, Lisa dépassa les chevaliers comme une rafale de vent, empalant les monstres rats sur son passage. Cible détruite. Prochaine cible repérée. Vas-y. Après ça, il y a d'autres monstres de l'autre côté du bâtiment, au bout de la rue. Les soldats sont en danger. Compris. Multipliant les compétences renforcement corporel, Lisa accéléra encore sa course tandis qu'elle éradiquait 2 rats mutants géants qui dévoraient un cadavre. Attaque à la lance hélicoïdale. Lisa traversa le bâtiment devant elle pour lancer une attaque surprise sur les monstres rats de l'autre côté. Tandis que les décombres volaient dans les airs, la lance de Lisa transperça le cœur d'un rat mutant géant, envoyant des ondes de choc de l'autre côté. Au moment où l'autre rat mutant géant se retourna pour lui faire face, la lance de Lisa lui transperçait déjà la mâchoire. La prochaine cible est à 3 pâtés de maison. Il ne te reste plus beaucoup de magie. N'oublie pas de boire une potion de récupération de mana et une potion de complément alimentaire. Obéissant aux instructions de Satou, Lisa sortit les potions magiques de la poche à sa taille et les vida, puis fila vers sa prochaine destination. Zut, c'était un des 8 Shiga? Il fallait bien, non? Je n'aurais jamais cru qu'on puisse être aussi fort. Sous le regard admiratif des gardes, Lisa disparut dans un nuage de poussière. Pochi, va dans la rue 3 pâtés de maison plus loin avec Sir Haim. Oui, monsieur. Monsieur Haim. Le prochain ennemi est par ici, monsieur. Tu parles à quelqu'un? En courant aux côtés de Pochi, Haim lui demanda une question qui le trottait dans la tête. Pas du tout, monsieur.
Pochi ne parle à personne, monsieur. C'est juste l'instinct de jeune fille de Pochi qui s'emballe, monsieur. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais apparemment, ça marche. Entendant les bruits de la bataille devant lui, Haïm renonça à interroger Pochi et utilisa renforcement corporel pour réduire la distance en quelques instants. Les courtes jambes de Pochi battirent frénétiquement pour suivre Haïm. Je suis Haïm des 8 Shiga. Je suis là pour vous aider. Arrivé le premier sur les lieux, Haïm cria aux chevaliers et aux gardes qui se débattaient. Monsieur Haïm, nous avons du renfort des 8 Shiga. Le désespoir disparut des visages des hommes, remplacé par une lueur d'espoir. Pochi et Pochi, monsieur. Pochi est là aussi pour vous aider, monsieur. Pochi tenta d'imiter Haïm, se présentant et se jetant dans la mêlée. C'est trop dangereux, petite fille. Restez en arrière. Les hommes s'exclamèrent avec inquiétude tandis que Pochi suivait Haïm. Mais leurs avertissements cédèrent bientôt la place à un silence stupéfait lorsqu'ils virent Pochi brandir son épée imprégnée de lames magiques pour découper les monstres les uns après les autres. Voyant que son escrime était quasiment à égalité avec celle de Haïm, l'inquiétude des hommes se transforma en acclamation. Pochi, une fois que tu auras terminé, va au parc, là-bas. Oui, monsieur, tu es sûr que tu ne parles à personne? Demanda Haïm, dubitatif. Bien sûr, monsieur. L'instinct de jeune fille de Pochi est tout simplement irrésistible, monsieur. Haïm semblait apprécier les réactions de Pochi plus que chercher à lui extorquer la vérité. Son secret était bien gardé pour le moment. Je suis là pour t'aider, je te le rapporte. Mademoiselle Nana. En arrivant devant l'usine d'Eshigoya, Nana interpella la directrice Paulina, qui gardait l'entrée. De nombreux ouvriers du quartier étaient rassemblés sur le terrain de l'usine, dont des jeunes qui semblaient être des élèves de l'Académie royale. Il y a des monstres qui sèment le trouble dans l'usine d'à côté, expliqua Paulina à Nana en la conduisant vers le mur d'enceinte. Tiens, c'est la blonde au gros cul qui traîne avec le jeune maître. Elle s'appelle Madame Nana, espèce d'idiot. Madame Nana, Luna, la cadre qui se promenait sur un renard de pierre, et Neru, la rouquine, qui portait un bâton devant, firent signe à Nana. Merina, une autre cadre, était là avec Luna pour observer. Les filles avaient atteint le niveau 30 grâce à leur progression sur des monstres élevés en captivité, dotés de diverses compétences magiques. Elles étaient maintenant postées aux côtés des golems de défense, à la frontière avec l'autre usine. J'apportais juste une livraison du café, et quelqu'un m'a tendu un bâton devant et tout. Quel gâchis pour mon joli uniforme, je vous le dis. Les tenues de servante sont parfaites pour le combat, à mon avis. Neru et Nana commencèrent à discuter de tenues de servante. Nana, que tout le monde recule. Un monstre arrive. Des monstres arrivent. Éloignez-vous du mur, je vous prie. Peu après l'avertissement de Nana, des monstres jaillirent du mur. Stupide grillon, battez-vous si vous ne voulez pas être traité de punaise de toilette, je vous le déclare. Le cri de Nana, imprégné de la compétence, provocation, attira la colère des monstres. Son épée magique et son bouclier massacrèrent monstre après monstre. Je vais me joindre à vous. On ne peut pas laisser ce nouveau venu nous trahir. Le bâton de vent de Neru renversa un criquet mutant, et le sort de magie de terre de Luna, lancé de pierre, empala le criquet par en dessous, tandis que Merina lançait le sort de magie de foudre. Tiens, notre magie a rebondi. Alors c'est ça l'effet corde rouge? Il faut se débarrasser de ces barrières. Laissez-moi faire, je vous le déclare. Le bandeau frontal de Nana masqua la lueur sur son front tandis qu'elle utilisait sa capacité de fondation, briser la magie, pour détruire les barrières protégeant les monstres à la corde rouge. Maintenant, au rapport. À son insistance, les filles lancèrent leur sort, réussissant cette fois à détruire les monstres. Au même moment, Nin, Tama, vêtue de sa tenue de ninja rose, sauta de toit en courant vers une voix qui appelait à l'aide. À l'aide, ma mère est coincée sous les décombres. D'accord. Au moment même où elle aidait la personne coincée à sortir des décombres. Ma fille est toujours au 2e étage. Monsieur, vous ne devez pas, vous risquez d'être brûlé vif si vous y retournez. Attendez l'arrivée d'un utilisateur de magie de l'eau, je vous en prie. Vient ensuite une personne coincée dans un immeuble en feu. En chemin, s'aspergeant d'eau, Tama remonta le mur à toute vitesse et entra par la fenêtre fumante du 2e étage. Je suis de retour. Elle revint bientôt, une petite fille dans les bras. Ah, Shin, père. Saluant le père et la fille en les enlaçant, la jeune fille aux oreilles de chat partit à la recherche d'autres personnes ayant besoin d'aide. Tama, la ninja chat, ne laisserait jamais une tragédie frapper sous sa surveillance. De tels miracles se produisaient simultanément dans toute la capitale royale, mais même ce groupe remarquable de jeunes filles ne pouvait en sauver qu'un nombre limité. Certains soldats et chevaliers se battaient encore avec acharnement sans leur aide. C'est enfin le dernier. Les hommes dépenaillés s'entraidèrent, bandant leurs blessures les plus graves. Même les chevaliers relativement aisés ne pouvaient se permettre de boire des potions magiques à la légère. Ouais, on a eu raison de ces grillons.
On n'aurait pas cru qu'on aurait survécu si un de ces rats s'était pointé. Ouais, peut-être si on avait eu une épée de champion comme le capitaine. Nos épées et nos lances en acier ne serviraient à rien. Ces mots pouvaient paraître pathétiques, mais en vérité, les soldats et les chevaliers qui avaient rencontré le rat mutant géant pour la première fois avaient subi de lourdes pertes. Même les rapports disaient que c'était le plus puissant des monstres à cordes rouges. Malgré l'encerclement de plusieurs chevaliers royaux, ils avaient été incapables de le vaincre jusqu'à l'arrivée de Ryuona, le débroussailleur des 8 épéistes de Shiga, qui l'avait vaincu. Aïe! Un cri aigu retentit dans une allée adjacente. Merde, un monstre a dû s'enfuir. On n'a pas le temps de se reposer, je suppose. Les chevaliers coururent vers la ruelle. Ce qu'ils y trouvèrent n'était pas le grillon mutant auquel ils s'attendaient, mais le dos d'une énorme créature ressemblant à un rat mutant géant. L'appendice tressaillant qui dépassait de sa gueule semblait être la patte d'un grillon mutant qui avait échappé aux chevaliers. La fille dont le cri avait attiré leur attention était coincée sous la patte du rat. Elle était inconsciente et immobile. Bon sang, en parlant du diable. On ne peut pas s'enfuir comme ça, cependant. C'est vrai, je jure sur la fierté des chevaliers du royaume, on va sauver cette fille. Yaa! Prends-toi à quelqu'un de ta taille, espèce de bête. Les chevaliers coururent vers le rat mutant géant, le narguant par derrière avec tout le courage qui leur restait. Le rat, qui commençait à renifler la fille, reporta son attention sur les hommes. Ses yeux perçants fixaient les chevaliers, qui déglutissaient, craignant désormais pour leur vie. Pourtant, même s'ils tremblaient, leur détermination, chevaliers et hommes, leur maintenait les pieds fermement ancrés. Mais la réalité est cruelle. Les chevaliers furent balayés d'un seul coup de queue du rat. Alors que le sang lui coulait aux yeux, l'un des chevaliers leva les yeux et vit le rat mutant géant soulever la jeune fille vers sa gueule. Merde, je ne peux pas bouger. Allez, bon sang, battez-vous encore un peu, jura l'homme, essayant de remettre son corps meurtri en action. Waouh, quel courageux jeune homme. Tu ne devrais pas te forcer autant, cependant. Alors que la vision du chevalier s'estompait, une jeune femme vêtue comme une serveuse et tenant un balai apparut devant lui. Je m'en occupe, repose-toi encore un peu, d'accord ? La jeune femme réprimanda le chevalier comme quelqu'un qui gronde un enfant, faisant tourner le balai dans ses mains. Elle comptait apparemment combattre le monstre avec un simple balai. Fonce. Un balai ne fera rien contre cette chose. Il tenta de la prévenir qu'un peu de magie ou d'arts martiaux ne suffirait pas à repousser une bête aussi puissante. C'est bon, ne t'inquiète pas. La barmaid fit un signe de paix au chevalier. Son visage était recouvert d'un voile empêchant toute reconnaissance, comme ceux que portent les nobles voyageant incognito. Viens à moi. Le rat mutant géant claqua de la queue vers la barmaid comme un fouet, mais elle le para facilement avec son balai. Furieux, le rat repoussa la jeune fille inconsciente et frappa la barmaid de la même patte. La barmaid au balai esquiva l'attaque d'un léger saut. Au même moment, des mains invisibles soulevèrent la victime inconsciente et la déposèrent délicatement devant le chevalier. Occupe-toi d'elle, d'accord ? Tout en parlant, elle leva le manche de son balai pour frapper le monstre au menton. La tête de l'énorme créature craqua en arrière comme frappée par le marteau d'un géant. C'est impossible, le chevalier balbutia, incrédule, devant ce spectacle improbable, digne d'une légende héroïque ou peut-être d'une comédie. Il y a une barrière, comme quelqu'un qui aurait fait une overdose de potions démoniaques. D'un geste de la main de la jeune fille, la barrière rouge qui protégeait le monstre rat se brisa instantanément. Personne d'autre, témoin de la scène, ne se rendrait compte qu'elle avait utilisé un sort de brisation de magie sans champ. Tiens, ça devrait faire l'affaire. La serveuse frappa le menton du monstre à 3 reprises avec son balai, et il s'écrasa contre une maison voisine, réduisant le bâtiment en poussière et en gravats. Oups, je vais être poursuivi pour ça ? Tandis que la jeune fille exprimait des inquiétudes aussi déplacées, les chevaliers se mirent à se relever, tirant leurs corps blessés, préparant leurs armes contre le monstre. De vrais chevaliers ne pouvaient jamais laisser une jeune fille se battre à leur place. Leurs yeux flamboyants le disaient clairement. Heureuse de voir que l'esprit des chevaliers du royaume de Shiga brûle toujours autant, toutes ces années plus tard. La serveuse croisa les bras et hocha la tête avec sagesse. Même à moitié enfoui sous les décombres, le monstre continuait à agiter sa queue sauvagement, empêchant les chevaliers de s'approcher. Des étincelles jaillissaient à chaque fois que la queue heurtait l'épée ou le bouclier d'un chevalier. Très bien, j'ai une surprise spéciale pour vous. Regardez, j'ai le pouvoir. Elle prit une pose héroïque, mais personne ne fit de commentaire. La serveuse leva son balai et les épées des chevaliers se mirent à briller. Si quelqu'un présent possédait la compétence « analyse », il aurait vu qu'elle avait utilisé le sort de magie pratique avancée Lame divine. Et voici un bonus. Cette fois, les chevaliers eux-mêmes étaient baignés de lumière. Leurs blessures commencèrent à se refermer, et force et courage emplissaient leur corps. Il s'agissait d'un autre sort de magie pratique avancée, jeu héroïque, depuis longtemps oublié.
Le rat est de retour. Préparez-vous à attaquer. Le rat mutant géant se dégagea des décombres et agita sa queue, mais les chevaliers l'esquivèrent facilement. Je vois où va sa queue. Alors que le rat fouettait à nouveau sa queue, l'un des chevaliers le bloqua avec une épée luminescente. Là où auparavant, chaque fois qu'il heurtait une lame, la queue fut tranchée à l'instant même où elle touchait l'épée. Quoi? Le chevalier qui avait tranché la queue fixa son épée avec surprise. Voyant cela, un autre chevalier chargea le monstre rat depuis un angle mort et frappa de son épée longue. De nouveau, le motif de corde rouge qui traversait le corps du rat étincela, formant une barrière qui se brisa instantanément d'un autre geste de la main de la jeune fille. Les chevaliers attaquèrent le rat l'un après l'autre. Mytho, arrête de jouer. Ah, Sky, comment ça, jouer? Une jeune fille aux longs cheveux argentés et au regard perçant sauta du toit pour atterrir devant la soi-disant serveuse, Mytho. Comme Mytho, elle portait un voile invisible qui couvrait la moitié inférieure de son visage, mais tous les chevaliers présents confirmèrent la beauté de ses traits sous le voile. Tu en as fini avec les monstres volants? Un tireur d'élite habile et un utilisateur de magie du feu les ont tous abattus avant même que j'arrive. Elle parut un peu boudeuse. Mytho, regarde ça. La jeune fille aux cheveux argentés, nommée Sky, pointa un doigt fin et pâle vers le haut. Levant les yeux à leur tour, les chevaliers aperçurent 3 monstres énormes qui volaient au-dessus de la capitale royale. Oh, des monstres. Dois-je faire appel à mon vrai corps? Demanda Sky. Non, je pense que ton vrai toi ferait plus de dégâts ici que de les laisser tranquilles. C'est une appréciation injuste. Je pense que c'est une appréciation tout à fait juste. Mytho sauta sur un muret voisin jusqu'au toit, tandis que la belle aux cheveux argentés la suivait avec des ailes de chauve-souris. On dirait qu'il se dirige vers le château royal. Peut-être que notre aide ne sera pas nécessaire, alors? Non, probablement pas. Je pense qu'ils ont Clédiam Solui et Gyalarorn, et probablement aussi un épéiste sacré et quelques successeurs des 8 épéistes de Shiga. On va surveiller de près, alors? Ouais, on peut intervenir si ça tourne mal. Tu es tellement surprotecteur. Ah, ne sois pas bête. Les 2 femmes sautèrent de toit en toit, se dirigeant vers le château royal. Je suis inquiet. Le visage bienveillant du baron Munno était voilé d'inquiétude. Un autre prêtre effectuant la purification du Saint Graal avait été envoyé à l'arrière. 3 d'entre eux étaient en état d'overdose suite à l'utilisation excessive de potions de récupération magique, et 2 avaient été touchés par un miasme à haute concentration, portant le total à 5 prêtres contraints de se retirer et d'être remplacés. Les 2 seuls survivants depuis le début étaient le cardinal Ozunas et un vieux prêtre de niveau 50. Qu'est-ce qui ne va pas? Le vicomte Nina regarda Satu, qui avait brusquement relevé la tête. Quelque chose arrive. Juste au moment où il parlait, une autre sonnette d'alarme retentit. Une ombre trop grande pour être une viverne apparut, tournoyant au-dessus de leur tête. Est-ce une viverne alpha? Demanda le vicomte Nina. Apparemment, on l'appelle une viverne du chaos. L'écran de l'ara de Satu indiquait qu'elle était de niveau 60. Il arrive, on nous attaque. Le baron Munno pointa le ciel. La viverne du chaos plongea vers le lieu de la cérémonie et s'écrasa contre la barrière que le Premier ministre avait érigée avec le cœur de la cité. La barrière se fissura et une puissante rafale de vent balaya les murs sonores de magie du vent entourant les sièges des seigneurs. Percé, pistolet papillon bleu. Elmina, la manipulatrice du pistolet magique des 8 épéistes de Shiga, fut la première à tirer. Esprit de la capitale royale, détruisez notre ennemi. Plusieurs lumières du cœur de la cité jaillirent des sièges des seigneurs, tirant sur la viverne du chaos qui s'écrasa avec les éclats de la barrière et transperça la magie qui protégeait le monstre. Je suppose que c'est le mieux qu'on puisse faire avec de la puissance empruntée. Elle a l'air plus forte qu'une hydre. Les comtes Seriou et Kuanu fusillèrent la viverne du regard tandis qu'elle s'écroulait au sol en hurlant. Duc Vistal, baron Munno, nous devrions intervenir aussi. HMPH, comme si on n'avait besoin que des gens comme vous nous le disent. Oh bien sûr, le jeune héritier du comte Lesso n'avait pas rejoint la bataille non plus, mais il ne contrôlait pas encore le cœur de la cité, le forçant à se réfugier derrière la protection de ses chevaliers. Si la plupart des ministres possédaient également des morceaux du cœur de la cité, seul le ministre des armées, le marquis Kelton, et le vice-ministre, le comte Bopan, purent se joindre aux seigneurs dans l'attaque. Les chevaliers impériaux protégeaient les vipes qui observaient le rituel, tandis que les chevaliers sacrés encerclaient la viverne du chaos. Shiga 33 bâtons. Utilisez la sorcellerie synchronisée. Ne perdez pas le temps que les seigneurs nous ont fait gagner. Oui, monsieur. Les mages entamèrent un long chant sur l'ordre du chef des mages impériaux. HYHAA. Celle-là est mine. Avec un rugissement pervers, une femme légèrement vêtue chargea la viverne du chaos. Seriuona le Lacote des 8 épéistes de Shiga, s'exclama quelqu'un. Prends ça, guillotine de la mort.
Une faux géante de lame magique rouge flamboyante traça un arc de cercle dans l'air et frappa le cou de l'énorme Wyvern. Au premier abord, on aurait dit que le cou avait été tranché d'un seul coup, mais une aile griffue bloqua le choc. TCH, cette chose bouge vite pour une si grosse bête. Ryuona recula d'un bond. Toi, là, gamin. Ouais, toi, celui qui a combattu Monsieur Gwen à armes égales. Aide-moi. Alors que Satou hésitait à la demande de Ryuona, le vicomte Nina le pressa d'avancer. Vas-y, tout ira bien. Les autres seigneurs nous protégeront, le baron et moi. D'accord, je reviens. Prends ça, ami de la sorcière. Alors que Satou s'avançait, les mains vides, le comte Kuano lui lança la lame cérémonielle en mithril accrochée à sa taille. Merci, Satou dégaina l'épée élégante et combattit la Wyvern du chaos aux côtés de Ryuona. Voyant cela, le noble écarlate Gélil demanda à se joindre au combat, mais le duc Vistal lui ordonna de se concentrer sur la défense de son seigneur. Nous avons d'autres compagnons. Le comte Zetz leva les yeux au ciel et cria. L'un était un monstre tigre volant dans les airs de niveau 50, appelé tigre aérien, tandis que l'autre était une manticore de niveau 52, une bête à tête de vieil homme, corps de lion et ailes de chauve-souris. Le chant est terminé, hurla le mage impérial en chef. Enfer, un vortex cramoisi, amplifié par la sorcellerie synchronisée, engloutit les deux monstres. Le tigre aérien parvint à s'extirper des flammes, mais ses pattes arrière furent presque réduites en cendres, le projetant au sol. Les chevaliers sacrés l'encerclèrent aussitôt et l'achevèrent, tandis qu'ils lançaient des lames de vent. Impressionnant pour de simples humains. La manticore parla en langue ancienne, de la fumée s'élevant de son corps à l'atterrissage. Mais poursuivre un chant aussi longtemps, c'est comme demander à sa cible de l'esquiver. Alors que la manticore ricanait, la balle d'Elmina l'atteignit au visage. BAWOWN. La manticore cracha des glaçons en contre-attaque, visant Elmina et la famille royale. Pas sous ma surveillance. Rélus, des 8 épéistes de Shiga, protégea le roi avec son bouclier sacré. Les seigneurs étaient protégés par les barrières du cœur de la cité, mais comme le roi participait à la cérémonie, il confia sa protection à ses hommes. Juleberg, je vous autorise à quitter mon camp. Triompher du monstre. Bien sûr, votre majesté. Juleberg remit Clédiam celui au page du roi et accepta sa fidèle lance des mains d'Elmina. Nous, les prêtres, pouvons nous en occuper, votre majesté, dit le cardinal Ozunas au roi. Veuillez utiliser votre pouvoir pour vous protéger. Le front du cardinal saignait, il avait dû être touché par l'un des glaçons de la manticore. Merci beaucoup, j'accepte votre offre. Lorsque le roi cessa d'aider à la cérémonie de purification du mal, le liquide noir et collant frappa les parois du Saint Graal, tentant de déborder. Vous ne vous en sortirez pas. Les mains luisantes, le cardinal saisit le liquide et le repoussa dans le récipient. Les autres prêtres et prêtresses s'exclamèrent sous le choc. C'est trop dangereux, votre grâce. Cela vous épuisera et vous videra de votre énergie. Je vous en prie, ne vous inquiétez pas pour moi. Nous ne devons pas laisser le rituel être interrompu. Le cardinal sourit, ses dents blanches étincelantes. Mais une veine se creusa sur son front tandis qu'il luttait contre le miasme, et ses bras se teignirent d'un noir de jet. Grand esprit de la capitale royale, le roi Cétéraric de Shiga sollicite votre aide. Chaîne de la justice, enchaînez mon ennemi. Retenez l'ennemi. Le roi utilisa le pouvoir du cœur de la cité pour immobiliser la manticore au sol. Rélus, toi aussi, rejoins Juleberg et détruis ce monstre. Non, sire, mon rôle est de vous protéger. Rélus bloqua une volée désespérée de glaçons lancés par la manticore avec son bouclier sacré. De plus, Sir Juleberg a largement assez de renforts. Après avoir vaincu la Wyvern du chaos, Ryuona l'Holacode et Pendragon l'intouchable combattaient la manticore aux côtés de Juleberg l'invincible. Impressionnant. Ryuona se porte bien aussi, mais personne ne peut égaler son talent de lanceur. D'accord, même si je dois dire que la contribution de Sir Pendragon me paraît tout aussi importante. Au commentaire de Rélus, le roi observa la bataille plus attentivement. Je vois, il entrave les tentatives d'esquive de la manticore et laisse Juleberg et Ryuona l'attaquer, tout en bloquant ses attaques contre eux deux pour qu'ils ne soient pas blessés. Fidèle à son surnom d'intouchable, Satou fonçait sans une égratignure, malgré son rang en première ligne. À seulement 15 ans, le garçon avait un avenir terriblement prometteur, pensa le roi. Arrête de lutter, cria Ryuona. Il faut du vent, chasse ce brouillard. La manticore avait recouvert la zone d'un brouillard froid. Tandis que tout le monde attendait que quelqu'un vienne disperser le brouillard, sans que personne ne produise la magie du vent requise, quelque chose se produisit près du Saint Graal. Le miasme est suffisamment condensé. Oublions le reste et commençons la purification immédiatement. Le prêtre qui dirigeait la cérémonie s'adressa au cardinal. Non, ce ne sera pas nécessaire. Comment ça, la purification ne sera pas nécessaire? Le cardinal se contenta de sourire au prêtre dubitatif.
Mais, votre grâce, si nous nous arrêtons maintenant, le miasme que nous avons recueilli dans la région remplira la capitale royale, et les citoyens seront gravement intoxiqués. Je ne vois pas où est le problème. Les autres prêtres restèrent incrédules devant les paroles cruelles du cardinal. Que dites-vous? Les enfants des orphelinats que vous visitez et les personnes âgées des bidonvilles seront les premiers à tomber, vous comprenez? La loi du plus fort est la loi du monde. Je regrette seulement de ne pouvoir les voir souffrir de mes propres yeux. Ce contact avec des miasmes denses a-t-il affecté votre esprit? Appelez des renforts, le cardinal est. Mon esprit n'est pas assez faible pour être transformé par des miasmes, je vous l'assure. Le cardinal interrompit le prêtre qui appelait une équipe de secours. Alors pourquoi, un saint homme aussi renommé que vous, au service de la déesse Parion, C'est répugnant. L'idée de servir de telles fausses idoles me rend malade. Le sourire du cardinal s'évanouit, remplacé par un regard intense. Je ne sers qu'un seul Dieu. Je ne suis qu'un apôtre, ici pour rappeler le vrai Dieu à nous. De fausses idoles. Le vrai Dieu. Vous êtes un adorateur de Seigneur démon? Au moment même où le prêtre comprenait la véritable nature du cardinal, le brouillard de la manticore se répandit et recouvrit la zone. Intervention divine, assurément. Le cardinal agita les doigts, et le liquide noir d'encre qui emplissait le Saint Graal se précipita vers les prêtres, aveuglés par le brouillard. Le visage couvert de cette substance visqueuse, les prêtres furent aspirés dans le Saint Graal. En quelques secondes, leur force vitale fut aspirée, les transformant en coquilles agonisantes. Maintenant, place à la touche finale. Debout au centre du Saint Graal, le cardinal écarta les bras tel un acteur sur scène. Comme par magie, plusieurs cristaux jaillirent du liquide noir dense et flottèrent dans l'air autour de lui. Ô cristaux noirs, écoutez-moi et exaucez mon désir. Le cardinal saisit les cristaux, la philosophia maléfique, et avala le plus gros morceau d'un trait. NGAH. Le cardinal se prit la tête et la poitrine dans une douleur intense. Le tissu semblable à un turban qui enveloppait sa tête se détacha, révélant une touffe de cheveux violets l'espace d'un instant. Ô Seigneur, le seul vrai Dieu. Notre Dieu tragique, scellé dans la lune par les complots maléfiques des fausses idoles insensées. Sa voix tremblait tandis qu'il priait le ciel. Des ondulations de lumière violet foncé parcoururent le corps du cardinal, formant un cercle magique de la même couleur à ses pieds. Que ce fragment de ton corps te serve de médium pour te libérer un instant de tes chaînes. Utilise le fragment qui réside en moi comme guide pour te manifester sur cette terre. Alors qu'il levait les yeux vers le ciel, une multitude de cercles magiques apparurent et recouvrirent le château royal, non, toute la capitale royale. Ciel, regarde ça. Un immense cercle magique était apparu, le château royal en son centre. Ce cercle magique. Oh non, c'est vraiment horrible. La jeune fille aux cheveux argentés, qui observait la bataille au château du haut d'un clocher lointain, se retourna, l'inquiétude se lisant sur son visage perspicace pour la première fois. C'est bien ce que je crois? Oui, c'est sûr. Même Mito, d'ordinaire si insouciante, semblait tendue en fixant Sky, qui était arrivée à la même conclusion. Je me transfère à mon vrai moi. Veuillez prendre soin de ce corps. Après avoir déclaré cela avec tristesse, la belle jeune fille s'effondra soudain comme un jouet à court de pile. Mito la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. Connexion perdue. Maître déconnecté. Restauration de l'autorité de contrôle de l'avatar. Passage en mode autonome. Mito, à vos ordres? Dans les bras de Mito, Sky, effondré, se mit à réciter d'une voix monocorde ce qui ressemblait à des messages système. Ouf, Sky arrivera-t-elle à temps, ou la capitale royale va-t-elle être détruite? Mito ôta sa tenue de serveuse et enfila une robe de son inventaire. En tout cas, tu peux aussi aider. Comment t'appelles-tu déjà? Je suis un homoncule semi-autonome de sang de dragon, répondit l'être qu'on appelait Sky. Je n'ai pas de nom précis. Autrement dit, c'était un homoncule possédé par l'être connu sous le nom de Sky jusqu'à il y a quelques instants. Eh bien, puisque tu es un homoncule, je t'appellerai Omu, temporaire, pour l'instant. Ordre de nom reçu du sous-maître Mito. Cet appareil est désormais appelé Omu, temporaire. Après avoir donné un nom au hasard à l'homoncule, Mito plongea la main dans l'inventaire encore ouvert et en sortit du matériel. Je n'ai ni mon bâton sacré ni mon armure mobile de carapace sacrée. Équipé d'un long bâton et d'une robe angélique, Mito sautillait d'une flèche à l'autre, Omu à ses côtés. Ça veut dire que je n'ai plus que la moitié de ma force depuis que j'étais roi. Et même à l'époque, je n'y suis parvenu que grâce à l'arrivée du dieu dragon. Assez de pleurnicherie, Mito se frappa la joue. L'invocation n'est pas terminée. Je n'ai pas été assez rapide pour l'arrêter la dernière fois, mais cette fois, j'y arriverai quoi qu'il arrive. Se ressaisissant, Mito s'élança vers le château royal. Omu, soutenez-moi, s'il vous plaît. Ordre confirmé. Je garde Mito. Mito continua d'avancer, presque comme si elle savait que la personne qu'elle attendait était juste devant. Je ne peux pas me laisser ralentir.
Surtout pas avant d'avoir vu Ichiru. Mito fila dans le ciel. C'était à elle d'empêcher la catastrophe.